Eh bien, après presque une promenade historique avec notre ami Jonathan Simon Selem, pardon. Ça va, j'accepte. les vrais protocoles des sages de Sion, eh bien, c'est le temps avec Jérôme. C'est ta rubrique, la rubrique Histoire, Isra Histoire. Et cette fois-ci, on va parler des communauté d'Israël. Et oui, tout à fait, Avi, effectivement. Alors, c'est une rubrique qui me tient à cœur, mais que je vais essayer de faire de manière assez différente des rubriques classiques pour vous inviter à participer de manière active à cette rubrique. Je voulais parler des différentes communautés, des différentes minorités qui composent Israël. Combien d'habitants en Israël ? 9 600 000. Ouais, je crois qu'on approche des 10 millions. Ouais, c'est ça. Veille de Rosh Hashanah 2023, on est quasiment à 10 millions d'habitants, 7 200 000 juifs, 2 millions d'Arabes, et dans ces Arabes-là, on va inclure les Druzes, même si on peut discuter du statut des Druzes au sein de ces 2 millions d'Arabes, et un peu plus de 550 000 personnes qui sont ni dans ces Juifs, ni dans ces Arabes. Maintenant, il y a plein de petites communautés, quelques centaines, parfois quelques milliers de personnes qu'on ne connaît pas bien. Et en plus d'un focus sur, effectivement, la société arabe israélienne, je voulais qu'on parle de ces communautés. Peut-être que certaines vous parlent, peut-être un peu moins. On peut parler des Circassiens, on peut parler des Ahmadis, on peut parler des Alaouites, on peut parler des chiites, on peut parler des Bahaïs, voire même de 2 communautés juives, mais qui sont juives avec ce statut si particulier, qui sont les Samaritains et les Karaïtes. Donc je voulais faire comme ça un panorama sous forme un peu de... Un éventail de communautés juives pour parler et faire découvrir en fait la richesse et la diversité culturelle que nous avons en Israël. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tribu que tu aurais oubliée dans ton panorama ? C'est ceux qui sont non juifs, mais d'ascendance juive, et qui sont quand même comptés, je crois qu'ils sont 450 000 ou 470 000, je crois, un truc comme ça, qui sont d'origine juive, voilà. Et ils sont pas... Alors là aussi, effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a la reconnaissance juive par l'État, il y a la reconnaissance juive par les autorités religieuses, donc on a une vraie et belle complexité c'est aussi le problème des société. Black Jews, les juifs noirs, cette communauté juive américaine qui est dans le sud d'Israël, enfin juifs justement, ils ne sont pas juifs, ils se reconnaissent même pas en tant que tels d'ailleurs, mais ils se reconnaissent comme juifs nation et pas comme juifs religieux. Bon, c'est un super sujet. Donc c'est un super sujet. Alors je voulais démarrer avec la déclaration d'indépendance qui est la base de notre droit en Israël, un semblant de constitution dans laquelle il est écrit que l'État d'Israël appelle les citoyens arabes à la paix, les invite à faire partie de la construction, que l'État leur reconnaît la citoyenneté pleine et entière, et de nombreux droits, dont évidemment ceux d'envoyer des représentants à la Knesset, une grande liberté dans la fixation du calendrier et le respect des fêtes religieuses, dans le domaine éducatif, et qui fixe l'arabe comme langue nationale avec l'hébreu. Avant la déclaration d'indépendance, pendant le mandat britannique, on avait 3 langues officielles, l'anglais, l'hébreu et l'arabe. La déclaration d'indépendance va fixer 2 langues officielles, l'anglais et l'arabe, et ça va être modifié il y a 5 ans, avec l'hébreu reconnu uniquement comme langue officielle et l'arabe comme langue avec un statut particulier, mais on voit tous au quotidien la présence de l'arabe à tous les niveaux dans la vie, les sites internet, les journaux, les pancartes, les autobus, les billets de banque. Il n'y a pas de doute que l'arabe fait effectivement complètement partie de la vie israélienne. De la vie israélienne. Dans le domaine politique, on en a eu plus aujourd'hui, on a 2 partis politiques qui sont représentés à la Knesset, qui sont Raham et Hadash. Il y a 10 députés non-juifs, 10 sur 120, donc c'est tout de même pas mal. 8 musulmans, 1 chrétien et 1 druze. Il y a eu des époques où il y a eu plus que ça. Il y a eu des époques avec plus que ça. Beaucoup plus de députés. Et dans arabes. le dernier gouvernement, on avait même des partis politiques arabes qui faisaient partie du gouvernement. Absolument, Donc, dans la coalition gouvernementale. Tout à fait.
Alors, 2 chiffres que je trouvais également intéressants, c'était les votes au niveau des élections. Il faut savoir que 85% de la communauté arabe israélienne vote pour des partis arabes. Seulement 15% vont voter pour des partis juifs. Alors, est-ce que c'est seulement 15% ou est-ce que, waouh, il y a 15% des Arabes israéliens qui votent pour des partis juifs? C'est vrai que c'est un chiffre qui est assez surprenant. Sachant qu'il y a des juifs qui votent aussi pour des partis arabes. Oui, c'est vrai. Que le parti Hadash dont tu parlais, c'est l'émanation du parti communiste israélien, mais qui est géré en effet par beaucoup d'Arabes. Il y a aussi des juifs dans le parti Hadash, d'accord, dont un juif d'ailleurs qui est en procédure d'expulsion de la Knesset pour avoir soutenu le procès de la haie contre Israël sur le génocide. Ouais. Donc on a eu un ancien président de l'agence juive qui était dans le parti arabe. Donc c'était pas anodin, quoi. Ouais, tout à fait. Non, ils sont partie intégrante. Alors quand tu parles de chrétiens, d'arabes chrétiens, ouais. Arabes musulmans, arabes chrétiens. Ouais. Ah, d'accord. Il y a une vraie différence, oui, c'est les chrétiens et on va en parler dans le détail. Dernier chiffre qui est intéressant, et c'est assez révélateur sur l'implication et la vision de, on va dire au sens général, la société arabe israélienne. Il faut savoir qu'aux élections, il y a à peu près 70% des votants qui vont voter. Il n'y a que 53% des Arabes israéliens qui vont voter. Donc il y a quand même, à travers ce chiffre, on voit un sentiment différent dans l'implication dans la vie israélienne et l'importance du vote au niveau de leur vie. Est-ce que c'est pas dans la culture arabe? C'est-à-dire qu'on peut regarder dans les pays arabes, on ne croit pas forcément aux élections, on peut regarder, même s'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, que les communautés arabes musulmanes vont moins voter que les autres communautés. C'est une question que je soulève qui est peut-être pas... Mais déjà, sur un plan uniquement contextuel, moi, je trouve ça génial parce que c'est cette bascule entre patrimoine identitaire et réalité identitaire. Je trouve que c'est quand même exceptionnel qu'il puisse y avoir effectivement des gens qui vont voter, même pour un parti arabe, mais en tant qu'Israéliens, et puis d'autres qui n'iront pas parce que ils peuvent se sentir dans l'impossibilité de vouloir choisir finalement l'institution alors qu'ils voudraient garder en tout cas une trace avec une possible révolution et le retour d'un pays arabe en substitution d'Israël. Donc je veux dire, je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez positif de se dire que il y a quand même 50% pour le dire un peu grossièrement qui vont voter. Ouais. En sachant, et ça c'est un point très important, c'est que quand on parle des Arabes israéliens au sens large, il faut d'abord voir qu'on a à peu près 800 000 Arabes israéliens qui vivent dans le nord, dans le Carmel et en Galilée, la plupart dans des villes mixtes, tels que Saint-Jean d'Acre, tels que Nazareth. Nazareth, par exemple, qui était une ville dans les années 50 et 60, qui était à majorité chrétienne et qui maintenant, à 2/3, est à majorité musulmane. Mais on a aussi énormément d'Arabes dans le Negev, les Bédouins, musulmans sunnites, qui, eux, ont pour toute une partie de leur communauté une vie encore très... patriarcale, très à l'ancienne, archaïque, où il y a encore, même si c'est illégal, on le sait, beaucoup de polygamie. C'était une communauté où, dans les années 1950, il y avait 10 000 personnes. 70 ans plus tard, ils sont 300 000. Et toute une partie vont vivre dans des petites zones urbaines, voire des villages, voire des préfabriqués qu'on va voir au bord des routes, entre les villes de Beersheva et de Harad. On peut imaginer qu'effectivement, ces communautés-là, notamment, vont pas aller voter au moment d'élire les représentants au Parlement. Ce qui est génial de constater, c'est que quand on regarde entre 1950 et 2020, par exemple, eh bien, on va voir qu'entre les Juifs et les Arabes,
eh bien, il va y avoir une croissance en termes de proportion, en termes de proportion plus importante chez les Arabes que chez les Juifs. Quand on parle d'état d'apartheid, on parle d'état, je veux dire, voilà, 20%, 20,1 ou 2, peu importe, en tous les cas, de la population israélienne, je veux dire, voilà, ils ont cru, ils ont cru au sens croissance, donc pour devenir, effectivement, en termes de proportion, plus important que les Juifs, à quelques chiffres près. Autre chiffre, et ça va dans ce sens-là, est-ce que vous savez, dans le monde de la santé, au sens large en Israël, quel est le pourcentage d'Arabes israéliens qui participent ? C'est énorme, je ne connais pas le pourcentage, mais il suffit de se rendre dans une pharmacie, il suffit de se rendre à l'hôpital, c'est énormément d'Arabes israéliens qui sont c'est près de 40%. Ah, je ne suis pas étonné. Près de 40% du monde de la santé, les laboratoires, les hôpitaux et effectivement le milieu pharmaceutique sont concernés effectivement avec ces Arabes israéliens. Alors, toutes ces premières minutes de cet échange peuvent donner une liste d'arguments pour ceux qui auraient encore aujourd'hui à débattre sur ce dont Avi parlait, ce fameux soi-disant état d'apartheid. On dit que les Arabes d'Israël sont les Arabes les plus éduqués du monde. Donc le fait qu'il y ait 40% de médecins paramédicaux israéliens qui soient arabes montre qu'en effet, il y a quelque chose là-dedans. D'ailleurs, l'université de Galilée, où beaucoup d'entre eux vont apprendre, vont faire leurs premières années de collège universitaire avant d'intégrer donc les écoles de médecine, et d'ailleurs des études de médecine qu'ils vont parfois faire en Roumanie ou terminer en Roumanie ou en Bulgarie ou au Portugal, mais c'est pas que de leur fait, d'ailleurs il y en a d'autres aussi qui le font, finalement reviennent. Je veux dire, ils reviennent ici dans ce pays, ils reviennent dans leur pays et rejoignent, comme tu l'as dit, effectivement, la santé, les pharmacies et autres. Tu as dit 40%. 40%. Mais même au sein de Magen David Adom, par exemple, on croise régulièrement, ou de même Ihoud Hatzalah, les premiers secours, on croise régulièrement des sauveteurs arabes. Tout comme il y a il y a toutes les communautés, mais c'est vrai que c'est pas une prédominance puisqu'ils sont 40%, mais il y a une certaine importance et c'est très bien pour Israël d'avoir tous ces gens-là parce que ce sont des gens éduqués qui ont du savoir et qui représentent aussi l'avenir d'Israël, qu'on le veuille ou non. Tout à fait. Et j'en parlais en introduction, on a la question des druzes, qui est une question qui est très intéressante, que parfois on inclut dans la société arabe israélienne, que parfois on met séparément, qui a une histoire très, très particulière. Oui. Israël, c'est près de 150 000 druzes qui parlent arabe, qui ont une foi qui est née au Xe siècle, issue de l'islam. Et il y a eu un créneau pendant une vingtaine d'années où les gens ont pu devenir druzes. Ça s'est refermé et on ne peut pas devenir druze depuis. Donc on est druze de ses parents, on ne peut pas se convertir à la foi druze. Ils ont été persécutés parce que leur fondateur à un moment a dit être une réincarnation d'Allah, s'est dit être prophète, ce qui était inimaginable dans la vision de l'islam. Persécutés, ils ont fui vers le nord de l'Égypte, ils se sont retrouvés entre le Liban, la Syrie et Israël. Les suites de la Première Guerre mondiale vont faire diviser la communauté druze entre ces trois pays. Et depuis, chaque communauté dans ces trois pays est devenue très nationaliste, mais sans revendication territoriale propre. Et ça fait des Druzes, cette communauté qui est si attachée à l'État d'Israël, qui au moment de la guerre d'indépendance n'a pas pris les armes, a refusé de prendre les armes, et qui du coup a senti son destin lié au destin d'Israël. Et évidemment, dans cette communauté, le service militaire est obligatoire. Oui, c'est les seuls, C'est les seuls, puisqu'on a des Bédouins, et d'ailleurs c'est peut-être un moment de saluer la mémoire de ce jeune Bédouin qui a été tué dans la bande de Gaza,
cette nuit, donc avec 24 ou 24 autres personnes, qui a écrit une lettre absolument magnifique où il s'adresse à sa mère et où il parle d'Israël, et sa mère dit combien elle est fière de son fils et combien il était fier d'être israélien et combien il souhaitait que tout le peuple d'Israël puisse être uni. Voilà, ça vient d'un bédouin, donc musulman, et qui effectivement était dans Tsahal et malheureusement y a laissé sa vie. Ouais. Et volontaire. Sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on a plusieurs milliers de bédouins qui sont volontaires pour faire leur service, alors qu'effectivement, côté Druze, il y a cette obligation et on a des Druzes qui sont haut gradés au sein de Tsahal. Et d'ailleurs, pardon. Non, vas-y. Mais d'ailleurs, parmi les victimes, que ce soit à Nova ou dans les kibbutzim ou Moshavim, il y avait effectivement et des bédouins et des travailleurs arabes musulmans, bien sûr, israéliens, et il y avait tout Israël qui était représenté. Et ce qui est intéressant entre les différences dans l'armée entre les communautés bédouines et druzes, c'est que les bédouins sont souvent volontaires combattants, ils sont pisteurs, ils sont sur la frontière égyptienne, israélienne par exemple, ils vérifient qu'il n'y a pas d'infiltration ou ce genre de choses, ils luttent contre le trafic de drogue, alors que les Druzes sont très souvent dans le renseignement, puisqu'ils sont malgré tout très patriotes, ils parlent arabe couramment, et ils peuvent infiltrer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les réseaux physiques, avec le Shin Bet, les services secrets intérieurs, ils peuvent infiltrer certaines cellules arabes, islamistes, musulmanes, etc., etc. Donc, c'est deux différences comportementales qui viennent de différences sociétales au sein même de leur communauté. D'ailleurs, ce colonel M, puisqu'on ne peut pas dire son nom, qui était d'Ouvdeban et qui était druze, quelqu'un de très connu dans sa communauté, très respecté, finalement a perdu la vie lors d'une opération qui s'est pas très bien terminée, et a perdu la vie, et c'était quelqu'un qui était absolument, aujourd'hui révéré comme un héros, quoi. Alors, même si son nom est connu des Druzes et connu d'autres personnes, on ne le dira pas plus à l'antenne. Dernière particularité sur les Druzes, ça concerne les Druzes qui sont sur le Golan. C'est très particulier parce que les Druzes qui sont sur le Golan étaient historiquement dans cette région. Après la guerre des 6 jours, le territoire est passé sous contrôle israélien. Et jusqu'à une dizaine d'années, ces Druzes gardaient leur nationalité syrienne et refusaient de devenir, alors que ça leur était proposé, des Israéliens. Et on a vu, avec la montée des massacres et de la guerre en Syrie, une montée des demandes de ces Druzes syriens pour devenir israéliens. Et beaucoup d'entre eux sont venus se faire soigner en Israël, parce qu'ils ont été touchés évidemment par les massacres en Syrie. Et Israël ouvrait des hôpitaux de camp juste de l'autre côté de la frontière syrienne, du côté israélien, sur le Golan. Et les Druzes venaient se faire soigner en Israël. Et justement, beaucoup d'entre eux disaient « Ok, je vais rester ici ». Mais alors, ce qui est paradoxal, je suis sûr que nos téléspectateurs, peut-être quelques-uns le savent, mais à l'hôpital de Naharia, où le chef de service et traumato, urgence, je ne me rappelle plus lequel, et arabe musulman, eh bien, soignait des Druzes, soignait des Syriens même, des Syriens qui avaient été blessés, puisque c'est l'éthique d'un médecin de soigner tout le monde, et finalement donc dans cet hôpital du nord d'Israël, voilà, des Arabes soignaient des Druzes pouvaient soigner des Arabes, des Juifs donc participaient aux soins ou les faire eux-mêmes, et enfin bref, cette espèce de communauté d'Israël au pluriel, communauté au pluriel dont tu parles, c'est une vraie réalité dans les bons moments comme dans les mauvais. Ouais, tout à fait. Alors là, on va changer de communauté pour parler d'une communauté beaucoup moins connue qui sont les Circassiens. Je les adore. C'est vrai ? Oui, parce que tu sais pourquoi ? Parce qu'ils sont le lien avec l'histoire. Alors là, on remonte à l'Empire ottoman, j'adore. Alors c'est une communauté extraordinaire, c'est 5000 personnes. Oui.
qui sont arrivés à la fin du 19e, au début du 20e siècle ici. Historiquement, ils viennent du Caucase, du sud de la Russie. Ils parlent l'adygéen, ils écrivent en cyrillique. C'était avant le XVIIIe siècle des communautés chrétiennes qui se sont converties à l'islam sous la pression de l'Empire ottoman, qui ensuite ont été persécutées et qui ont été accueillis par l'Empire ottoman pour s'installer en Palestine ottomane, État d'Israël d'aujourd'hui. Les fameux Tcherkesses. Les fameux Tcherkesses qui vivent dans 2 villages, villes, en tout ils sont 5000, en Basse et Haute Galilée, à Kfar Kama et à Rechania. On peut visiter, on a des musées et des endroits où on peut apprendre le folklore de cette culture circassienne, avec des danses très caractéristiques et des festivals qu'on peut voir là-bas. Et c'est là aussi une communauté qui est tout à fait à part dans le paysage israélien tel qu'on l'imagine de manière classique. Quel est leur attachement à Israël ? Est-ce qu'ils se sentent israéliens ? Comment ça se passe de leur côté ? Ils se sentent israéliens. Ils ont reçu les autorisations de la Knesset de mettre en place un système éducatif qui soit vraiment adapté à leur histoire, à leur fête nationale, sont des musulmans sunnites, mais qui ont une pratique vraiment particulière de leur foi et où le poids historique va être vraiment particulièrement important dans les traditions qui sont transmises, pas uniquement à travers le prisme religieux. On disait des Circassiens que c'était les esclaves préférés des Ottomans. Et du monde arabe d'ailleurs aussi, parce qu'ils étaient effectivement très très travailleurs, très combatifs. Ils étaient reconnus comme étant des grands combattants, même si malheureusement ils n'ont pas toujours gagné leur bataille, la preuve. Mais on sent quand même ici, c'était aussi la vocation de l'Empire ottoman que pour éviter toute revendication nationaliste, que de déplacer des populations qu'ils avaient dans leurs empires. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Et tu disais que finalement l'éducatif était donc finalement laissé libre. Ouais. Donc c'est un peu comme les Arabes, donc finalement. C'est encore plus spécifique, mais effectivement, ils ont réussi à avoir les autorisations pour adapter leur histoire et la transmission dans le système éducatif. Beaucoup d'hommes servent dans l'armée. Et voilà, pour eux, ils ne se posent pas la question, ils sont israéliens et faisant partie de la société israélienne. Et on les rapproche souvent par ce côté très faible en nombre des Ahmadis, qui sont cette toute petite communauté musulmane. On parle de 1000 personnes, ils habitent à quelques kilomètres du centre de Haïfa, originaires d'Inde, qui là aussi ont eu un chef spirituel qui a été rejeté du monde musulman et qui ont trouvé refuge en Israël et qui se sont installés sur les hauteurs du Carmel. Est-ce qu'on a par exemple, pour les Circassiens, on a un jour de fête spécial où on pourrait découvrir un petit peu leur folklore? Est-ce qu'il y a une saisonnalité particulière il doit avoir une fête comme les Samaritains. Ouais, exactement. Ils ont plusieurs jours de fête. Après, j'ai pas le calendrier en tête, mais on peut se renseigner autour de Rechania et de Kfar Kama pour effectivement pouvoir assister à ces festivités. C'est une communauté qui est très ouverte dans l'accueil. Les Ahmadis, il y a une jolie mosquée qu'on peut visiter donc à Kababir. Voilà, au-delà de ça, effectivement, on parle pas trop d'eux, ils sont intégrés, mais c'est intéressant de savoir que à partir de la fin de la période ottomane, on a accueilli comme ça un certain nombre de communautés, et c'est dans la même esprit qu'on va avoir les 700 membres, 700-800 membres de la communauté Baha'i, autour de Naharia, de Haïfa et de Saint-Jean d'Acre, qui vont également arriver à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle. On est toujours un peu dans le même schéma, des religions qui naissent d'une branche de l'islam, un chef spirituel qui se dit prophète, patapaf, un nouveau prophète après Allah, c'est après Mahomet, rejet, persécution, exil. Et à un moment, ils se sont retrouvés accueillis dans l'Empire ottoman, qui était très ouvert à toutes ces communautés et effectivement qui se sont développés. Alors eux, par contre, qui sont pacifistes, ne participent pas du tout
à l'armée israélienne, mais ils ont une foi, et autour des 2 jardins qu'on connaît, les jardins suspendus de Haïfa et les jardins de Saint-Jean d'Acre, qui sont des particulièrement beaux et intéressants à visiter. C'est quelque chose vraiment de particulier pour eux, Haïfa. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns qui habitent à l'étranger et qui m'expliquaient leur foi et qui me disaient que pour eux, en gros, il est strictement interdit de venir en Israël, à Haïfa, sauf évidemment pour le pèlerinage, et qu'il faut prendre rendez-vous. Faut prendre rendez-vous sur le calendrier Baï, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande pour venir 1 an ou 2 ans à l'avance et venir, ou alors les jeunes peuvent venir faire du volontariat dans les jardins Bahaï, mais c'est pareil, il faut faire une demande spéciale, il faut avoir un accord spécial pour pouvoir venir. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ils sont très fiers, très contents d'être en Israël. Et ils regrettent évidemment de ce qui s'est passé en Iran, parce qu'ils partent d'Iran, de Perse, les Bahaïs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que c'est en Israël que finalement, même pacifistes, ils peuvent trouver finalement l'épanouissement de leur rituel, de leur pratique, eux qui mettent en avant l'humanisme, la tolérance, etc. Je veux dire, l'humanisme, la tolérance associés à Israël, tiens, ça fait pas bondir le reste du monde qui nous accuse de tant de choses. Je veux dire, c'est incroyable, toutes ces communautés dont tu nous rappelles l'existence. C'est un pied de nez à toute la typologie antisémite, anti-juive qu'on peut entendre à droite et à gauche à propos d'Israël. Ce qui est dommage, c'est que les Bahaïs ne soient que quelques milliers à travers le monde, parce que s'ils étaient des millions, ils pourraient porter cette voix-là, justement. Mais ils sont que quelques milliers, et c'est vrai que leur voix est souvent noyée. Et en plus, ce sont des gens très discrets, très humbles. Donc, ils font pas forcément la promotion de l'État d'Israël, mais pas par antisionisme ou contre Israël, juste parce qu'ils sont relativement discrets. En revanche, ils sont, pour les avoir rencontrés aussi bien en Angleterre qu'au Luxembourg ou qu'ailleurs, il y en a beaucoup au Luxembourg, ils ont souvent des postes bien Ce sont des gens très éduqués. Très éduqués, et finalement, leur message de tolérance, d'humanisme, bien évidemment acceptable, toléré par tout le monde, et on les laisse plutôt tranquilles. Et en revanche, ils ont une proximité, on le voit à Londres ou en France ou au Luxembourg, une grande proximité avec les communautés juives. Donc il y a quelque chose. Il y a quand même ces liens qui perdurent, tout à fait. Oui, parce qu'ils sont ici chez eux. Ils sont protégés. Aucun juif n'ira jamais attaquer, saccager les jardins Bahaï, qui sont des monuments d'exception et qui sont extrêmement importants et saints pour eux. Donc, ils savent qu'ici, ils risquent rien. Et ils ont bien compris qui on était. Donc, la question ne se pose pas. C'est pour ça que ces liens sont très forts. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les jardins Bahaï, qui se trouvent à côté de la zone high-tech de Haïfa, n'aient pas pris une coopération scientifique pour mettre un ascenseur plutôt que de monter tous ces escaliers. Les 19 terrasses. Alors, les 2 dernières communautés du monde arabe au sens large dont je voulais parler, mais en 2 mots, ce sont les alaouites et ce sont les chiites. Alors, les chiites, donc branche de l'islam, à peu près 10% des musulmans sont chiites, et on a une toute petite communauté chiite en Israël de quelques milliers de personnes qui sont sur le mont Tabor, à proximité de Nazareth. Et il faut savoir qu'il y a des pèlerinages qui existent sur différents sites en Israël pour le monde chiite, qui, en référence donc au calife Ali, ont des lieux de prédilection par rapport à l'islam sunnite. Autre particularité dont on a parlé un petit peu à l'automne, ce sont les alaouites. Alors les alaouites, c'est une communauté qui est à part, là aussi, un peu chiite. Qui est un peu chiite. Certains les reconnaissent comme faisant partie du monde musulman, d'autres pas du tout. Il faut savoir qu'ils sont 500 000 en Syrie. Ils représentent 15% de la population, mais dans ce régime très démocratique, c'est quand même un alaouite, Bachar el-Assad, qui a le pouvoir. Ils sont 100 000 au Liban. En Israël, il y a cette communauté de quelques centaines de personnes qui sont regroupées à Radjar, qui est un petit village à la frontière libanaise, et qui ont choisi volontairement d'être côté israélien, et ça a été reconnu par l'ONU et par le Liban, donc ils ont la nationalité israélienne, et effectivement,
ils sont là aussi une communauté protégée en Israël. Donc voilà, un panorama que je voulais partager avec vous sur toutes ces petites communautés dont on parle finalement assez peu, mais qui font partie de la mosaïque des communautés d'Israël. Et les deux dernières, ce sont ces communautés dont on parlait en introduction, qui sont les Samaritains et les Karaïtes. Alors les Samaritains, il faut savoir que c'est la plus petite ethno-communauté au monde. Ils sont quelques 800 personnes. Ils habitent soit à Holon en étant israéliens, soit sur le mont Grizim, au nord de Naplouse, où là, ils ont une identité qui est plus compliquée, qui va être palestinienne, qui pourrait devenir israélien à leur demande. Ceux de Holon parlent hébreu, ceux du mont Grizim parlent arabe. Excuse-moi, ceux de Holon habitent entre eux, en communauté, ou ils sont éparpillés dans la ville? Est-ce qu'on sait ça? Ils sont plutôt en communauté parce qu'ils ne se marient qu'entre eux. D'accord. Ce qui, autour d'une communauté de 800 personnes, est très compliqué et pose des problèmes. Mais c'est une communauté qui est encore assez fermée. Là aussi, la question de savoir est-ce qu'ils sont juifs ou pas juifs, ce sont des grands débats historiques. Eux revendiquent d'avoir toujours été sur le territoire. Les détracteurs disent que ce sont des Assyriens qui se sont assimilés et qui ont pris une partie de l'identité juive. Donc ils sont reconnus comme juifs par l'État d'Israël, mais ne pas reconnus comme juifs par les autorités rabbiniques. Oui, parce qu'ils ne reconnaissent pas la transmission écrite, ils ne reconnaissent que la transmission... Alors ça, ce sont les Karaïtes. Eux, en fait, leur point de désaccord central, c'est la non-reconnaissance de la centralité de Jérusalem. Ce qui forcément pour le rabbinat est un peu compliqué. Pour eux, il y a eu une mauvaise interprétation des textes qui voyaient le mont Grizim comme le futur centre du judaïsme et qui mettaient Jérusalem dans un second plan. Quand on connaît un peu le mont Grizim, on est un peu déçu, sans vouloir porter quoi que ce soit. Ceci dit, les Samaritains font une énorme fête, je crois que c'est pour Pâques, pour le sacrifice de Pâques. Tout à fait, qui continue à être fait. Il y a un grand prêtre que exactement, et il y a on trouve des photos, des vidéos sur Internet qui sont impressionnantes, parce qu'ils ont une sorte de procession comme ça, avec au final le sacrifice. Le sacrifice pascal, je sais pas comment ils les appellent eux-mêmes, mais c'est assez intéressant. Et dans la culture israélienne, dans les médias israéliens, on voit à ce moment de l'année des reportages à la télévision israélienne. On voit ces moments de festivité des Samaritains qui posent question. On se dit, mais qui sont ces gens-là? Qui sont nos voisins qu'on ne connaît pas? Parce qu'au final, on ne les connaît pas. Et ils ont été persécutés par tout le monde. Ils en ont pris plein la tête de tout le monde, les Grecs, les Romains, les Byzantins. Ça a été une communauté qui a été largement traumatisée. Alors, je reviens sur ce que tu disais. Tu as raison, effectivement. Comme les Karaïtes, ils rejettent en fait toute une partie de l'apport rabbinique, du Talmud, de la Mishnah. Ils s'appuient sur les 5 premiers livres, mais avec cette vision encore différente qu'ils ont adaptée autour de cette centralité particulière donc du mont Grizim. Et ceux qui sont à Holon, évidemment, font leur service militaire comme des Israéliens de manière tout à fait classique. Et donc les Karaïtes? Et donc les Karaïtes, c'est cette communauté, Karaïte ça vient du mot Mikra, le texte, qui est né au 8e siècle de notre ère, donc c'est une très vieille communauté, et qui elle aussi s'est appuyée uniquement sur la partie écrite et a rejeté complètement toute la loi orale et toute l'interprétation, ce qui complique énormément parce que sans l'interprétation et en s'arrêtant uniquement au texte, un exemple, quand dans le texte on dit on ne mettra pas l'agneau dans le lait de sa mère, eux, ils vont pouvoir manger un cheeseburger parce que c'est pas de l'agneau, c'est du bœuf. Ouais. Etc. Et puis la lettre, quoi. Et puis c'est vraiment au pied de la lettre. Donc évidemment, eux non plus ne sont pas considérés comme juifs par les autorités rabbiniques. Il faut savoir qu'ils sont quand même 40 000 en Israël. C'est pas une toute petite communauté autour de Ramleh et de Jérusalem. Mais ils font la Brit Mila, ils portent des tzitzit et ils font toutes les fêtes religieuses. La partie des fêtes qui ne sont pas les fêtes rabbiniques, mais effectivement les... Et entre eux aussi. Et entre eux aussi, tout à fait. D'accord. Parce que le fait qu'ils rejettent tout l'apport de la loi orale et rabbinique fait qu'ils sont rejetés par les autres courants du monde juif. Est-ce qu'on a des diasporas de ces communautés aux États-Unis?
Aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Aux États-Unis notamment, on a des communautés également de plusieurs dizaines de milliers de ces juifs karaïtes. Et je vous invite à aller visiter, notamment donc à Ramleh, la grande synagogue des Karaïtes, et on peut discuter avec les membres de cette communauté et qui expliquent toute leur histoire et leur pratique du judaïsme. Et ils appellent ça une synagogue. D'accord, très bien. Et moi, je vous invite donc à choisir le bon guide d'Israël pour nous emmener lors de ces fêtes et de ces grandes rencontres avec ces communautés, d'appeler Jérôme Haas pour que effectivement vous soyez et instruit et en même temps accompagné avec un large sourire. C'est un grand randonneur, hein, donc vous pouvez y aller. Il y avait quand même une communauté dont on n'a pas parlé. Dis-moi. Bah oui, c'est les Arméniens, les grands propriétaires fonciers. C'est vrai, tu as raison. Et ils sont propriétaires fonciers tellement importants et en même temps ils sont pas énormes quoi. Non, c'est vrai, c'est quelques milliers de personnes. Particulièrement, il y en a un petit peu à Nazareth, mais c'est surtout effectivement à Jérusalem qu'on va avoir cette communauté arménienne qui arrive très tôt en Israël, hein, puisque c'est la première communauté qui s'est convertie à la chrétienté. On est dans les années 300, avant même que la chrétienté devienne la religion officielle des Byzantins, qui, avec les croisades, avec le génocide arménien, va se renforcer et va créer effectivement ce lien très fort avec Israël, à la fois par l'histoire de la chrétienté et le génocide arménien et la souffrance du peuple arménien qui va les rapprocher de l'histoire juive avec la Shoah. Extraordinaire, en tous les cas, un périple qui vaut le coup. On aura eu ce soir la chance extraordinaire d'avoir une envolée intellectuelle de très haut niveau sur la sémantique, parfois mortifère, avec Yana Grishpoon. On aura eu ce voyage à Auschwitz organisé par Pierre Friedenreich, grand commentateur sportif s'il en est, et en même temps cette joie de vouloir transmettre le sport dans ses meilleures conditions et finalement plein de tolérance au sein du CRIF. Et puis on aura eu ce cheminement historique avec Jonathan Simon-Selem au travers des vrais protocoles des sages de Sion. Et puis on termine avec notre guide, notre historien, Jérôme. C'est un grand plaisir d'avoir eu ces voyages avec vous. Et je vous propose de vous retrouver. Toi, Jérôme, je sais que tu es fidèle, donc aux prochaines émissions de Tandem TV. Et Jonathan Simon-Selem, de te revoir le plus vite possible pour et nous apporter cette pertinence dans les questions avec nos invités, mais aussi de revenir avec un autre livre. Avec grand plaisir, je vous promets. Merci beaucoup. Voilà. C'est dur, c'est très dur, mais c'est la fin de cette émission. On se retrouve sur Tandem TV très très vite. Je vous conseille de regarder, de faire regarder, de transmettre l'information, blog, podcast et autres, tout ce que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux qui a trait à Tandem TV. Et nous, on se retrouve le plus vite possible sur l'antenne de Tandem TV. Merci.